Salut à toi, ici Fabien et je suis en joie de te partager ce nouvel épisode de la playlist À cœur ouvert. Pourquoi je suis en joie? Parce que c'est l'opportunité de te montrer, de te partager des entrevues, des échanges, des discussions à cœur ouvert avec des personnes qui connaissent leur type énéagramme et qui nous en parlent publiquement, qui se dévoilent et qui partagent de leur vie, leur perception, toutes les nuances possibles et imaginables du modèle de l'énéagramme, histoire de s'ouvrir le cœur, de s'ouvrir l'esprit, de s'ouvrir l'âme à l'altérité, au vivant tel qu'il est, au-delà du modèle théorique pur. Et ça a beaucoup de richesse, je trouve, et ça va amener vraiment beaucoup de nuances et de souplesse dans le modèle. Donc, je te laisse avec l'invité du jour après le générique. Fabien. Allez Fabien, réveille-toi. C'est l'heure de se réveiller. Eh bien, salut Pank. Salut. Je suis ravi de te retrouver pour discuter un peu d'énéagramme aujourd'hui. Yes. On s'était appelé un petit peu pour discuter de toi, ton type la fois dernière. Et j'ai beaucoup aimé déjà ce que tu m'en as dit. Ça m'a moi-même amené de la nuance. Et ouais, pour recontextualiser dans cette playlist à cœur ouvert, j'ai vraiment à cœur, c'est le cas de le dire, d'avoir du vivant de la part de personnes qui vivent, enfin, pas forcément qui vivent l'énéagramme, mais en tout cas qui ont suffisamment de recul et de lucidité sur eux pour en parler, au-delà des clichés, au-delà de toutes les conneries qu'on peut dire. Parce que comme tu le disais justement, il y a beaucoup de conneries dans le monde de l'énéagramme, il y a beaucoup de clichés, et il y a beaucoup de gens qui en parlent sans même connaître leur type, ou il y a des gens qui l'enseignent, et j'ai vu plusieurs fois, tu as des enseignants qui enseignent et qui se sont trompés sur leur type, c'est assez rigolo aussi à voir. Bref, sans plus tarder, moi la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment toi, t'en es arrivé à trouver ton type et à te dire, c'est une base 8. Dans un premier temps, donc déjà j'ai eu la rencontre de potes qui m'ont présenté un peu les énéagrammes. Moi, ça a été un peu particulier parce que c'était un pote qui m'a rencontré en hypnose et qui m'avait dit tiens, je fais un système, etc., que je connaissais pas plus que ça. J'avais dû lire le De Lassus à l'époque, mais ça ne m'avait pas plus marqué que ça. Il m'a dit ouais, mais regarde, je pense que ça pourrait t'intéresser, mais il faut pas que tu le regardes juste de façon je mets dans une case, etc. Mais regarde un petit peu les dynamiques. Et il m'avait envoyé les différents énéatypes. Il m'a dit je t'ai viré d'entrée les éléments qui vont, ne serait-ce que ça, te faire chier à lire. Donc, je me suis retrouvé sur certaines bases. Puis après, il a dit ouais, au travers de tout ça, tente de voir ce que toi, tu percevrais de toi. Donc, j'ai lu tout. Je suis arrivé sur la 8. Je suis ah bon, ça me parle vachement. Et j'ai fait ouais, bon, ça doit être à peu près ça. Maintenant, je vais un peu regarder, je vais tester. Mais globalement, on est tellement marqué par rapport à beaucoup d'autres énéatypes, notamment dans la colère, la violence, la vengeance, tous les éléments qui sont mis beaucoup en avant, que c'était assez simple de se découvrir en tant qu'énéatype. Après, on a toujours cette notion quand on lit, on se dit non, je ne suis pas vraiment. Je ne suis pas vraiment à quel niveau, depuis quand, comment, pourquoi, est-ce que j'ai fait un travail sur moi, est-ce que c'est spontané, est-ce que plein de choses. Puis après, il y a toutes les conneries qu'on peut se raconter, notamment quand on fait du 8, où c'est facile d'être dans le déni et se dire ah non, moi je suis pas comme ça. Hein. Le côté on est des dictateurs en puissance et vive la violence, ouais, ça correspond plutôt pas mal. Ouais. Quand tu dis déni, c'est-à-dire qu'au début, il y avait un rejet de certains aspects où tu disais non, ça non. Ah non, du tout, c'est plus se dire tiens, mais je l'aurais pas de cette façon-là, tu vois. Ou ça, ouais, je l'ai été, mais là, ça me parle plus du tout, tu vois. C'est plus une notion où tu dois faire gaffe à te dire est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu as dépassé, entre guillemets, parce que là encore, on n'est pas sur des courses de quoi que ce soit, mais est-ce que je suis arrivé à une autre étape et c'est plus du tout mon niveau de conscience, j'aime pas trop ce mot-là, mais ça peut donner un peu l'idée, où j'ai déjà fait assez de taf sur moi pour être OK avec ça, ou est-ce que c'est vraiment de la répulsion de quelque chose. Ça n'a pas été trop le cas avec les néatypes 8, mais il y a des moments où je me disais ah ouais non, ça me parle plus. Je dis pas qu'il y a 10 ans, j'aurais pas
j'étais pas comme ça ou j'ai pas agi comme ça, mais sur des notions motivationnelles, je pouvais me dire non, ça c'est pas trop mon mode de fonctionnement. Ouais, ok. Le 8, il me fascine particulièrement parce que déjà parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'y reconnaissent alors qu'ils ne le sont pas. Ouais. C'est très, très fréquent chez les 3 quand un instinctif en soutien ou des 6 contrephobiques quand un instinctif en soutien et ça fait très bourrin, c'est bourré de colère, mais derrière il y a autre chose et c'est ça qui est intéressant. Exactement. Ouais, c'est le travail des motivations. Il y a beaucoup qui se perdent dans les motivations et Oui. qui disent non, non, mais. Et puis, il y a un côté séduisant dans le 8 parce que le côté connard bourrin, et ça fait. Quand c'est pas vécu et tant qu'on ne crée pas chez l'autre l'émotion que crée réellement une personne qui peut faire du 8, c'est-à-dire une espèce de malaise, pas toujours bien accueilli, etc., et qui a un gros rejet parce que justement beaucoup de colère, beaucoup de violence X et Y. La réalité, c'est que le côté bourrin, surtout si c'est un 6 contraphobique, quand il va commencer à remarquer que les gens le rejettent vraiment et le détestent parce que justement c'est un abruti binaire, il va vite oublier qu'il fait du 8, tu vois. Et les 6, c'est passé, ouais, ok, ça peut ramener à je suis le meilleur, slash je suis le plus fort, mais quand il va se rendre compte qu'au niveau émotionnel, hormis la colère, on ne connaît pas grandes émotions, ça le ramène aussi un peu à certains éléments où il se dit, ah ouais, non, moi j'ai plus de variables quand même, c'est sûr. Ouais. Et est-ce que toi, il y a un moment en particulier où ça n'a plus fait de doute et où vraiment tu as senti, tu fais non, mais ok, c'est sûr, c'est ça? Non, je suis je suis toujours sur du questionnement, parce que je trouve que Ouais. justement, un des trucs un peu absurdes qu'on pourrait se dire, c'est, ouais, je fais du ça, c'est comme ça, c'est sûr. Euh, et très régulièrement, je me redis, tiens, est-ce que j'aurais pas des attitudes d'un 6 contraphobique? Est-ce que j'aurais pas des attitudes d'un 9 L8? Est-ce que j'aurais pas des attitudes ou même des motivations d'autres types, tu vois? Et même tu vois, de faire du 5. Te dire, tiens, ouais, il y a des moments, je suis vraiment un geek, quoi. Je suis vraiment dans mon monde, je prends de l'info. Euh, le monde n'est qu'une base d'information, l'humain n'est qu'une base d'information. Euh, et il y a des notions de mentalisation qui sont fortes. Donc, dire ouais, c'est sûr que je sois ça, je trouve que ça a tellement de subtilité que c'est un peu absurde. Maintenant, quand on connaît quoi, quand on connaît un peu son histoire, on a quand même un paquet d'expériences avec soi, c'est assez dur de se dire ouais, non, non, je fais pas du 8. Hmm. Oui, parce que après, ce que tu pointes là, c'est le cliché. C'est juste de sortir de l'idée qu'on est un truc pur et que avec toute la complexité dont on est capable entre l'aile, les flèches, les machins, enfin, Exactement, exactement, toute la dynamique, ouais. à un moment donné, c'est la vie aussi. C'est le vivant qui crée un peu plus de nuances qu'un truc bête et méchant. Mais après, comme tu dis, on se retrouve quand même dans la base. Et ça me rappelle une phrase que j'ai notée parce que ça m'a bien plu. Un des premiers trucs que tu m'as dit quand on s'est appelé en off, c'est mais moi, je vis pas, je survis. Mm. Tu peux nous en parler un peu de ça? Ouais, dans la notion, très souvent en énagramme, donc on dit euh, il y a une quête de force parce que derrière, il y a une espèce de peur par rapport à la mort. Euh, et d'ailleurs, on dit que le 8 fait beaucoup de choses pour survivre. Et en fait, moi, je suis même arrivé à autre chose que survie, je suis dans la non-vie. C'est-à-dire que pour moi, il y a la mort, la survie, la vie et la non-vie. Et moi, je suis plus dans une notion de non-vie, c'est-à-dire que je refuse de mourir. Je ne serais pas quelqu'un qui serait suicidaire, etc. Euh, j'ai pas l'impression que je sois dans la survie, tout simplement parce que j'ai bien conscience que je vis dans un monde qui est tranquille et que les tenants et les aboutissants de mon quotidien sont quand même relativement cool. Mm. Je suis pas vraiment vivant dans le sens où émotionnellement, quasiment tout ce que je vis est associé à la colère. La colère étant maître d'absolument tout dans mon monde intérieur. C'est-à-dire, je suis vénère de tout. J'ai vraiment envie de péter la gueule de tout le monde, tout le temps. Quoi. Même quand je suis content, je suis en colère. Quoi. C'est parce que l'éphémère, parce que je sais que c'est qu'une illusion, parce que tu vois, il y a plein de choses qui vont. Donc, il y a cette notion où j'ai perçu il y a quelques années où je disais, quand on parlait des personnes qui font du 8, ouais, on est en survie, et je dis, moi, je pense qu'on est plus en non-vie. On n'est pas vraiment. On n'est pas mort.
on n'est pas vivant. Tu vois, c'est comme si on prenait un petit peu du neuf et qu'on allait dans un truc de neutralisation d'énormément de choses, ce qui fait que, hormis la colère, il n'y a rien qui est hyper intense. Et plus le temps passe, et moins les choses sont intenses. Que ce soit, alors déjà que moi, j'étais pas quelqu'un qui était particulièrement intense, hormis sur mes colères. Euh, euh, la notion de dire ouais, tu vis et tu crames la vie par les deux bouts, moi je l'ai pas trop vu. Soit tu crames ta non-vie, tu vois, et de temps à autre c'est des espèces de pics de vie, mais factuellement, j'ai pas l'impression que les personnes qui font du 8 soient particulièrement vivants. Ils sont très animaux sur plein d'aspects et tu as cette notion où une fois qu'on s'aperçoit parce qu'on a un système qui nous permet d'être assez apaisé, bah, que on n'est pas sur les modes que beaucoup de personnes pourraient définir en énéagramme et cette espèce de place un peu obscure qui peut pas forcément toujours mettre bien à l'aise les personnes qui font du 8. Et quand tu dis du coup que c'est de la non-vie pour toi, t'entends quoi par là? Pas de la Bah, survie, c'est pas de la vie, donc t'es un peu, je suis là, dans ton- je vois, c'est très primitif, je mange, je dors, je me bastonne. Et, et voilà, tu vois, il n'y a pas de philosophie derrière, tu vois, c'est pas genre, ouais, je viens parce que j'ai une quête de vie et tout, rien à foutre, hein, c'est bon, je suis là, je me lève, mais ce soir, je serai peut-être mort. Et tu vois, c'est pas genre, ouais, il faut que je vive. C'est D'accord. bon, bah, tiens, encore une journée. Oh, tiens, j'en fais quoi? Ouais, j'en fais quoi. Oui, ouais. Ouais. Quitte à pas être mort, autant en faire quelque chose, tu vois. Ouais. Et la notion de faire, de doer est hyper important. C'est à quoi bon passer une journée si tu fais rien? Hmm. Ça me rappelle, je sais plus si je t'en avais parlé de ça, de David Maniz qui disait en gros sur son site avec le CES, c'est un instructeur de survie, je sais plus si tu connais, qui disait en gros, moi j'aide les gens à moins mourir. Hmm. C'est un truc qui te parle, ça? Ouais, ouais, c'est des notions qui peuvent faire écho. Moins mourir, ouais, ouais, on pourrait avoir ça aussi dans les arts martiaux, à dire aux gens, tu vas moins te faire péter la gueule, mais tu te feras péter la gueule quand même. Hmm. Enfin, c'est jamais une notion très vivante, hein. C'est pour ça que la notion de survie, tu vois, il y a un moment où tu te dis, est-ce que tu es vraiment sûr que tu es dans une notion de survie? Tu es souvent dans un truc un peu plus dark, sans emmener à la mort. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, pour moi, il y a une espèce d'ambiguïté entre la vie, la mort et la survie qui voudrait dire je veux vivre. Alors que pour moi, beaucoup de 8, c'est je veux éviter de mourir. D'accord. Ah oui, la survie, moi je l'entends pas comme ça, tu vois, je l'entends vraiment par le fait que je suis dominé par des instincts et ma priorité, sans le conscientiser, en mode je veux vivre, je veux m'accrocher à la vie, c'est plus une pulsion un peu un truc on-off de je reste en vie, mais sans me poser la question, par le faire et par les instincts et par, enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, mais je suis même pas sûr. Quoi, tu vois, je pense que l'idée, c'est pas rester en vie forcément, c'est pas mourir. Ouais, ouais, ok. Tu vois, c'est ne pas être effacé forcément, et c'est pour ça que je te dis que c'est pas forcément vivre. Mhm. Parce qu'on pourrait, tu vois, dans nos survies, il y a ce rapport à la vie, à Oui, maintenir. oui, Alors que je pense que c'est pour ça que j'utilise plutôt la non-vie, parce que le rapport à la vie, il n'est pas si marqué que ça. Si tu regardes les personnes qui font du 8, qui sont un peu excessifs, qui vont beaucoup se droguer, boire, partir dans des trucs très destructeurs, tu peux pas dire qu'ils vivent. Ils oui. sont juste dans une notion euh, de ne pas se tuer, mais en même temps de pas vraiment vivre, tu vois. Et on retrouve cette espèce de zone grise Oui. très vite. Oui, complètement. Et quand tu disais que tu brûles pas la bougie par les deux bouts, moi, ce que je vois et ce que j'entends par l'idée de la passion d'excès, c'est le côté d'avoir une capacité, d'avoir une énergie de malade, une énergie instinctive de ouf. Et quand je m'étais amusé à voir sur ta chaîne le nombre de vidéos que tu as publiées, j'ai rigolé de voir, j'ai jamais vu une chaîne YouTube avec autant de vidéos. Je crois que tu es à 1500, un truc comme ça, ou si c'est pas plus, ou 2000, je sais plus. Puis combien de Ouais. vidéos? Enfin, moi, c'est de l'extérieur, évidemment, hein, je connais pas ton quotidien, mais ça me donne une vue sur, putain, l'énergie de création de contenu, de créer. Ça,
Ça, pour moi, tu vois, il y a une forte énergie instinctive. Ah ouais, alors que moi, pas du tout. Tu vois, moi, j'en suis arrivé. Là, maintenant, j'ai plusieurs milliers de vidéos, mais parce que je suis parti sur un délire il y a 10 ans. Il y a 10 ans, j'ai dit, tiens, je ferai une vidéo par jour. Ouais. Donc, à partir du moment où tu te dis, tiens, je vais faire une vidéo par jour, moi, je ne les monte pas. Moi, je fais que dalle, hein. Je me fous devant ma caméra, je fais salut, blablabla, bla. 10 minutes plus tard, je mets off et puis je mets online. Tu vois, j'écoute pas, je recommence pas 10 fois. Tu vois. Là, il y a le côté instinctif. J'ai pas le temps pour ces conneries. Tu vois, j'en ai rien à foutre. Ouais. Et donc pour moi, c'est pas de l'énergie quand les gens disent ah mais tu fais plein de trucs. Mais non, non. Je prends 10 minutes par jour, plus 2 minutes de download. Voilà. Donc c'est pas une énergie de ouf. Hein. C'est tiens, je parle 10 minutes par jour. Et puis de temps à autre, je fais un audio. Voilà. Allez, ça m'a pris 22 minutes, 24 minutes par jour. 24 minutes dans une journée, c'est pas de l'énergie. Hein. C'est Ouais. juste. Et pour moi, derrière, c'est de la constance. Tu vois, c'est pas la notion instinctive de justement d'hyper-énergie, c'est juste bon bah j'utilise un peu d'énergie là. Mais par contre, je le fais tous les jours, tu vois, ça va en septembre, 1er septembre, ça fera 10 ans. 10 ans où tous les jours, pas une seule fois, n'importe où j'étais dans le monde, je n'ai pas omis de mettre une vidéo. Tu vois, j'ai toujours eu cette idée de, quoi qu'il arrive, même s'il me faut 24 heures pour downloader un truc quand je suis au fin fond de l'Inde, bah, je mets 24 heures, mais j'anticipe toujours pour avoir le jour J mes vidéos. Et du coup, ça, c'est un truc que tu as décidé il y a 10 ans. Mais qu'est-ce qui fait que tu l'as gardé, du coup, c'est toujours un truc vivant pour toi? Que c'est même pas une question? Non, c'est juste un pattern. J'aime bien voir comment on fonctionne sur des schémas et des modèles automatisés. Et je trouve ça marrant parce que à la base, moi, c'était juste pour partager gratuitement des choses qui étaient payantes. Et que je trouvais que tout était cher et que le monde de l'hypnose et de la thérapie, c'est cher. Je trouve que c'est abusé, tu vois, dépenser 2000 balles pour une formation où, sincèrement, tu lis un bouquin, bah, tu apprends tout autant. Et vu que moi, bah, j'ai la chance de pouvoir me faire des formations, bah, je me suis dit, mais ce que je connais, oui, je peux le vendre, mais je peux le donner gratos. Et de toute façon, ça ne me fera pas perdre quoi que ce soit. Et ça offrira à des personnes une possibilité d'apprendre, de comprendre, de se développer, etc. etc. Et ça me va très bien, tu vois, j'aime bien cette notion de partage, tu vois, ça serait un pseudo-intégration en deux. Pourquoi pseudo? J'aime pas les deux. Mais tu disais que tu n'aimais personne, non? Moi, je suis misanthrope à la mort, hein, donc en gros, il n'y a pas grand monde. Hein. Bah, tu vois, on en parlait tout à l'heure, c'était drôle. Moi, je me présente souvent comme un connard. Et complètement assumé. Et tout à l'heure, avec une pote, on était en train de réfléchir à ça. Et en fait, la notion de connard qui me correspond bien, c'est le côté non sympathique, tu vois, désagréable. Je suis un mec désagréable. Ouais. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas être sympa, quoi, je ne peux pas être gentil, ouais. Mais je suis ultra désagréable. Je suis désagréable, puis je vais être hyper incisif, je vais être hyper provoque. Ce qui fait que moi, j'ai résumé ça en connard, mais plus précisément, je pense que je suis désagréable et que les autres humains ne sont pas forcément, pour moi, très agréables non plus. Donc, il n'y a pas de raison pour laquelle je sois agréable avec les gens. Ce qui ne m'empêche pas que je vais faire attention aux gens à plein de moments, mais je ne le ferai jamais de manière agréable. Même ma tribu me connaissent. Je suis pas le papa bienveillant, tu vois. Je vais être le daron qui t'en fout une et qui dit bon, c'était pas trop mal, tu vois. Mais tu vois, il y a toujours ce côté désagréable, ce côté un peu fuck you, je vous emmerde, qui en plus pour moi est ultra apaisant. C'est-à-dire que on doit dans un système répondre à un ensemble de règles et de normes d'agréabilité, d'empathie et de gentillesse. Ça me saoule, ça m'intéresse pas, ça me correspond pas et j'ai l'impression d'être un mytho quand je commence à faire de la pseudo-gentillesse avec des gens qui en plus c'est pas de la gentillesse parce que c'est juste un rapport social qui se veut sympathique, tu vois. Et je trouve ça complètement absurde et idiot et énergivore au possible. Ouais, tu veux dire que c'est pas volontaire mais que c'est basé sur une répression de la violence et où du coup personne, à part les 8 et peut-être les gens qui l'ont bossé dessus, la plupart des gens répriment ce truc-là et c'est une sorte de gentillesse par défaut en mode comme je peux pas te péter la gueule, je vais être gentil, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, c'est une espèce de
une espèce d'hypocrisie sociale que je comprends complètement. Sinon, notre Ouais. société partira en couille. Tu vois, si on n'a pas du respect, si on n'a pas de la politesse, moi, je peux très bien être très poli, mais je peux être poli et complètement pas agréable, quoi. Tu vois, je vais être poli, mais on va me dire, il sourit jamais, il a pas l'air sympa. Je suis pas là pour être ton pote. Par contre, je vais dire bonjour monsieur, bonjour madame, passez une bonne journée, gna, 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 gna. Mais c'est le max que je peux que je m'autorise, tu vois, que je m'autorise. C'est vraiment pas le genre de choses qui m'intéressent. Et j'ai la chance d'avoir pu vivre avec. J'ai construit ma vie autour d'éléments qui me permettent d'être moi. Dans les arts martiaux, je suis un connard de prof qui est pas super sympa avec ses élèves. C'est un état de fait. Et je suis pas un thérapeute sympa. Et pourtant, mon boulot, c'est accompagner des gens. Mais je suis pas sympathique. Derrière, tant que les gens avancent, tu vois, là, on revient dans le faire. À partir du moment où ce que je fais, que ma personne te pose problème, mais qu'on met ensemble en action, est-ce que surtout toi, tu arrives à créer tout ça, c'est intéressant. Et qu'importe qu'après, tu me craches dessus, c'est Oui. pas problématique. On retrouve ce truc de le regard des autres, rien à carrer, quoi. Ouais, c'est peu important. Alors dire que ça ne l'est pas. Tu sais, je trouvais que c'était en process com ou sur certains aspects qui disaient que ça va dépendre de ton besoin de reconnaissance. Tu peux avoir un besoin de reconnaissance du travail, besoin de reconnaissance de ta personne, besoin de reconnaissance de tes pensées. Moi, souvent, je me suis posé la question, tu vas me dire, tiens, est-ce que c'est au niveau du boulot? Est-ce que c'est au niveau de mes pensées, de ma personne? Tu vois, qu'est-ce que j'ai besoin qu'il soit reconnu? Il y a des moments, tu as juste envie de te dire, tiens, on reconnaît un petit peu une qualité dans quelque chose que j'ai pu mettre en place. Bon, après, si c'est pas le cas, tu dis, bon, ça va, ça change pas grand-chose. Hein, mais tu peux avoir cette attente. Mais la plupart du temps, ouais, en fait, tu te dis, qu'est-ce que je pense des gens? Pas grand-chose. Ils vont penser des choses de moi, mais dans 2 jours, ils auront zappé parce qu'il y aura des choses plus importantes. C'est pas important le regard des gens. Tu vois, tu recadres en te disant, je vis pas avec eux, en fait. Oui, mais là, ce que j'entends, c'est quand tu dis tu recadres, c'est que tu n'es pas en train d'essayer de te convaincre que ça te touche pas. Comme moi, c'est ce que je pouvais faire à l'époque, ado, j'étais là, non, non, le regard des autres, moi je m'en fous, alors que, évidemment, énormément, hein, vu ma base. Toi, ce que tu dis, c'est ce que j'entends, c'est que réellement, que tu l'aies ou pas, bon, ça t'en touche une sans t'en faire bouger l'autre, quoi. C'est pas si. Ouais, c'est ça, c'est que tu sais qu'il se passe quelque chose. Toi, en interne, tu dis, bon, ouais, quoi, j'ai fait tellement de choses, tu vois, là, on revient dans le tout doux. J'ai proposé tellement de trucs depuis que je suis ado. Et vu qu'effectivement, je peux proposer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je crée des assos, je crée des activités, je crée des trucs. T'imagines pas le nombre de c'est pas bien, c'est pas assez bien, ou les gens qui viennent pas, les gens qui suivent pas et tout. Toi, tu es constamment en train de proposer des trucs et tu vois que rien fonctionne. Tu apprends très vite. Alors ouais, quand tu as 12, 13 ans, tu te prends mal. Quand on a 14, 15, déjà beaucoup moins. Et puis quand tu as la vingtaine, tu fais, bon, l'humain est comme ça, fuck you, quoi. Je vais le faire parce que, qu'importe, même s'il y a parmi l'ensemble des connards, il y en a un qui est moins connard, et on fera 2 moins connards, tu vois. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on est mieux que les autres. Hein. C'est juste que là-dessus, il y a quelqu'un qui aura peut-être suivi l'énergie que je vais proposer et qui va s'accrocher dessus. Bon, après, si c'est un 9, j'ai envie de lui foutre une droite parce qu'au bout d'un moment, il va me saouler. Mais tu vois, il y a plein de choses qui peuvent être cool. Donc, tu peux que admettre cette notion que, ok, de toute façon, ce que tu fais, ce que tu dis ou comment t'es, ça sera jamais universel, ça plaira jamais à tout le monde. Et si tu attends ça, tu risques d'être très, 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 très triste. Toi, je me dis que les personnes qui font du 6, c'est dur pour elles. Ils ont besoin d'adhésion du groupe, des trucs et tout. Fatigue. Hein. Moi, j'ai envie de faire un truc. Gamin, j'avais envie de partir manger un restaurant chinois. Je partais tout seul avec mon vélo, aller manger un restaurant chinois. Et j'avais 10 francs, 20 francs, je prenais un boboon ou je sais pas quoi, et puis je rentrais chez moi. Et mes potes n'étaient pas là. Et je m'en ai rien à battre. Je me disais, non, mais moi, je veux manger un truc. Yeah. Tu vois, et ce qui te rend très autonome. Très, très, très autonome. Jeune, du coup, Le j'imagine. monde t'aide, quoi. T'accompagne. Ouais. Du coup, très tôt, tu as eu cette autonomie où tu veux un truc, tu décides, tu y vas, quoi. Ouais. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents assez libres. Ils ont grandi dans un Paris où gamin, il se débrouillait tout seul sur plein de choses. Donc,
Ils m'ont un peu donné cette notion-là où ils disaient, bah, en gros, tu veux quelque chose, tu te débrouilles, tu tentes de l'avoir. Et moi, j'étais le genre de gars qui allait voir ses potes et ramener, tu sais, à l'époque, on allait sonner à la porte et tout. Je ramenais tout le monde et je disais, bon, si dans 20 minutes, on n'a pas trouvé quelque chose, je rentre chez moi. Donc, tu vois, je faisais toute la démarche. Ouais. Je voyais que ça foutait rien. Bah, je rentrais chez moi. Et pareil, je proposais un truc. Bah, je me suis vu quand j'avais 18 ans. Alors, j'ai jamais été fan de boîte et tout, mais je voulais un peu voir comment c'était. Je proposais, les gars, blablabla. Je disais, non, mais à 23h, si vous n'avez pas décidé, je pars tout seul. Et je partais tout seul. J'allais à un truc, je rencontrais des filles là-bas ou pas, et je repartais, et j'étais content ou pas. Mais dans l'absolu, je me suis dit, mais j'ai pas besoin des gens. J'ai pas besoin d'attendre que quelqu'un décide, il se valide, il me mette du temps. Moi, j'ai dit qu'on part à 23h, à 23h02, je suis plus là. Euh, Maintenant, on a moins ça, mais à l'époque, quand je donnais un rendez-vous par téléphone, j'étais là à 14h. Si tu n'étais pas là à 14h05, j'étais plus là. Parce que j'estimais que bah, moi, j'ai fait l'effort de venir, qu'importe ce que tu es, toi, tu ne l'as pas fait, je m'en fous. Donc, vivre tout seul, t'autonomiser et puis te dire, attends, je veux quelque chose, je le fais. J'ai pas besoin d'attendre que les autres le fassent ou que les autres soient avec moi. Bah, ça m'allait très bien. Et j'ai eu la chance de pouvoir avoir des parents qui me laissaient faire à peu près ce que je voulais. Donc, je partais. Toi, très tôt, je pouvais rentrer tard quand les autres ne pouvaient pas rentrer tard. Mais vu qu'il y avait des choses qui ne m'intéressaient pas, quand tout le monde allait faire une connerie, bah, moi, je rentrais chez moi. Ouais. Parce que c'est mon délire. Et puisque tu me parles de parents, c'est un truc que j'entends assez fréquemment, c'est les enfants 8 qui rendent la vie des parents dure. Est-ce que toi, tu témoignes de quelque chose où l'énergie instinctive était difficile à gérer pour eux ou pas spécialement? Non, pas spécialement. Mon frère était plus dur. Mon frère, tu vois, je le typais un peu en 6, puis là, ces derniers temps, je le vois plutôt en 7. Avec vachement d'énergie à gauche à droite. Et je pense qu'il aurait eu tu vois, pendant un moment, je me disais, il faisait peut-être du 6 contraphobique, mais en fait, avec le temps et l'observation de pas mal de motivation, je pense qu'il fait plus du 7 L8, ce qui fait que c'était assez dur pour les parents. Il était hyper turbulent, hyper plein d'énergie et tout. Et moi, je suis arrivé en deuxième, donc déjà, je suis cadet. Et n'oublie pas, un 8, il capte très vite son environnement pour survivre, si on reprend ce mot-là, tu vois. Oui. Donc, j'ai capté que ma mère en pouvait plus d'un grand frère qui bougeait dans tous les sens, qui était l'enfant roi de mon père. Moi, je suis arrivé en mode salut. J'ai senti très vite que ça allait pas le faire, la stratégie de je m'énerve dans tous les sens. Donc, en fait, j'ai vachement réprimé. Et ma mère me trouvait ultra doux, gentil, sympa et tout. Sauf que socialement, bah, je me battais. Assez vite en maternelle, ma mère, on l'appelait tous les ans pour dire votre petit vient de péter un câble et sauter sur le prof pour le mordre, pour l'attaquer, pour le taper, tu vois, pour des trucs où en fait je contenais tellement de rage, de haine et plein de trucs que j'avais compris que si je le faisais à la maison, j'avais pas. Un enfant, il est pas con, hein. Il se dit ouais, attends, la stratégie, c'est pas de gueuler parce que je vois qu'avec le grand frère, ça marche pas trop. Et maintenant, ça marche parce que lui, il a 2 ans d'avance sur moi, 2 ans et demi d'avance, donc il a réussi à créer des patterns avec les parents. Sauf que je pense pas qu'il va faire ça sur les deux, tu vois. Donc conclusion, moi j'ai été super cool et j'ai toujours été super cool. C'est-à-dire que alors après, tu vois, j'avais mes idées en tête. À 5 ans, j'ai voulu faire du basket. T'inquiète pas que tous les jours, c'était je veux faire du basket. Et je peux te faire ça à 24 heures, tu vois, je m'arrête jamais. Ok. Donc, j'ai fait du basket, tu vois. On retrouve le truc de référence interne où quand tu sais ce que tu veux, Oui, c'est ça. Et ma mère, elle me dit, mais attends, t'as mis au baby basket, t'étais le plus jeune, t'étais là et tout, et t'étais refondant. C'est-à-dire que le soir, j'étais là en train de dire, on est parti. Et, mais tu vois, et c'est là où tu vois toute l'énergie, c'est que si mon équipe, ça allait pas sur le terrain, je pouvais insulter mon équipe, vouloir les frapper, voire, je me souviens d'une fois carrément où j'ai failli taper l'arbitre. Où je lui ai envoyé le truc et je dis j'avais pas 11 ans et je pétais des câbles à faire c'est quoi ce bordel et tout. Ma coach, elle en pouvait plus. Elle disait mais t'es insupportable, t'es là, genre t'es hyper dans ton équipe, tu t'aides tout le monde pour que ça passe, puis d'un coup ça marche pas comme tu veux, ta frustration et ta colère fait je vais tout niquer et j'attaque n'importe qui, tu vois. Et ça c'était compliqué sur l'externe, mais dans le cadre familial, je pense que je contenais énormément
ma colère, ma truc, etc. Par contre, en externe, je me battais beaucoup. Heureusement que j'ai fait des arts martiaux tôt, tu vois, vers 13-14 ans, etc. Ce qui a permis de clairement passer l'adolescence de manière hyper safe pour tout le monde, parce que j'ai découvert les arts martiaux.